Eh bien, nous rencontrons aujourd'hui, pour célébrer, le mot est mal choisi, un très triste anniversaire. Voici 10 ans, en 99, que les démocraties occidentales, menées par l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis et suivies par la France, ont bombardé ce qui restait d'Yougoslavie en mettant en avant le mépris complet des lois internationales sur les accords d'Helsinki, sur l'inviolabilité des frontières d'abord, et ensuite sur le fait de ne pas avoir fait intervenir les Nations Unies, le Conseil de sécurité, et enfin d'être entré en guerre sans que les parlements ne soient consultés. Bref, une série de viols de la loi internationale qui est une tâche extrêmement noire sur la moralité des puissances occidentales qui sont conduites comme se conduisent les autocraties qui même dans ce cas-là les dépassent en ampleur. Alors il faut signaler que le démantèlement de la Yougoslavie était une opération planifiée en Allemagne depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'attendre la mort du président Tito en 1980, mais de préparer sa succession en profitant de son départ pour disloquer ce territoire dont les Allemands estimaient qu'il n'était pas une nation parce que composé d'ethnies différentes, de religions différentes, et en plus l'Allemagne évidemment avait intérêt, que nous verrons tout à l'heure, à cette dislocation. Il se trouve que j'ai été indirectement mêlé à cela parce que dans les années 76-77, j'allais régulièrement à l'invitation de Franz Josef Strauß, qui était à ce moment-là ministre de la Défense, puis ensuite ministre des Finances de l'Allemagne, dans une petite ferme qu'il avait aux environs de Munich, où nous réunissions une dizaine d'amis pour discuter pendant 2 ou 3 jours des affaires du monde. Il avait là un représentant britannique qui était Brian Crozier, un représentant de l'Espagne qui était un ancien ministre qui était Sanchez Beya, un représentant du Vatican qui était Paul Violet, un avocat. Moi j'étais le français dans le groupe. On parlait de tout et de rien pendant 2 jours. Et j'ai gardé le souvenir des discussions entre nous, selon lesquelles mes voisins allemands estimaient que la Yougoslavie n'était pas viable. Et qu'il fallait se préparer, au moment de la mort de Tito, à lui substituer une autre organisation territoriale. Donc les Allemands, qui sont de très bons géopolitologues, étaient très sensibles à cette affaire, et pour les raisons suivantes. D'abord, du côté allemand, le désir, évidemment, de se venger des Serbes qui, à 2 reprises, en 14-18 et en 39-45, s'étaient joints aux Alliés contre eux. Et même les Serbes, à partir d'avril 41, prenant le maquis avec Mihailović, puis suite avec Tito, avaient retenu plusieurs divisions allemandes qui eussent été bien utiles sur le front de Moscou d'abord, et puis sur le front de Stalingrad ensuite. C'est bien que, non sans raison, Berlin pouvait estimer, Bonn à l'époque, c'est pas encore Berlin, Bonn pouvait estimer que c'est la résistance serbe qui, dans une certaine mesure, lui a fait perdre la Deuxième Guerre mondiale. Donc il fallait punir ce peuple. Deuxième idée, évidemment compréhensible de sa part, récompenser les Croates et les musulmans bosniaques qui, eux, s'étaient joints à l'Allemagne, à la Wehrmacht,
et qui avait même occupé certaines positions en France pendant la guerre, pour les remercier de s'être associés à l'action de l'Allemagne. Donc favoriser les Croates et les musulmans bosniaques. Troisième idée, du côté allemand, aussi, il était intéressant de faire entrer la Croatie et puis la Slovénie dans l'orbite économique de la communauté européenne occidentale, dirigée par l'Allemagne, et d'avoir ainsi une influence économique sur la côte dalmate, et par là, si vous voulez, se rapprocher de la Méditerranée. Vieux rêve allemand, avec le tropisme traditionnel du Saint-Empire, regardant vers les deux Siciles et vers la Méditerranée centrale. À ces raisons, il faut ajouter aussi le fait que l'Allemagne pensait bien que les États-Unis finiraient par intervenir, et comme ils occupaient au sein de l'OTAN des postes de commandement importants, c'était une bonne affaire, militairement parlant, qui se préparait. Donc voilà les motifs, à mon avis, qui ont poussé l'Allemagne à jouer ce rôle. Alors il fallait entraîner également la France, puis les États-Unis dans sa aventure. En France, M. Kohl exerçait une influence certaine sur M. Mitterrand, qui était malade, affaibli, qui n'avait d'autre politique que de récolter des voix avec la Constitution actuelle, et d'intéressé que par le racolage de l'opinion publique. Et c'est pour ça d'ailleurs que, suivi par Juppé, son ministre des Affaires étrangères, dès février 1994, il s'était joint à la coalition que les Allemands voulaient monter en militant en faveur d'une fédération croato-musulmane qui avait pour objet, si vous voulez, de chasser les Serbes de leurs terres qu'ils occupaient depuis des siècles, et sur les quelques 64%, je crois, du territoire bosniaque qu'ils occupaient, en prendre 40% pour le donner aux musulmans, en créant cette fédération. Ensuite, en participant à la campagne de mensonges, dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Et ça a été la démarche française qui a suivi la démarche allemande. Ensuite, ils sont intervenus les États-Unis. Ils étaient réticents à l'origine, car ils redoutaient le relief, ils redoutaient la vaillance ils avaient été les témoins pendant la guerre de 39-45 de la résistance du peuple serbe à l'occupation allemande, et ils redoutaient d'être engagés dans une aventure délicate, difficile, d'autant plus qu'ils étaient hantés par le pétrole de l'Arabie Saoudite et de l'Irak, plus que par le cheminement du pétrole qui passerait un jour le long du Danube à Belgrade, ou bien qui arriverait par le canal numéro 8 de la mer Caspienne jusqu'à la côte de l'Albanie, à Durrës. Il devait y avoir un pipeline. Mais tout ça c'est lointain, par conséquent ils ne s'engageaient pas. Finalement, devant les pressions allemandes, ils ont pensé qu'il y avait aussi un intérêt à le faire, qui était le suivant. Le premier, c'était de démontrer aux Européens qu'ils sont incapables de se gérer eux-mêmes, et que dès que les Américains s'en vont, c'est le chaos, le désordre, la guerre, ce qui les force à y retourner sur place. Cette démonstration prouvait la nécessité de l'OTAN. Deuxièmement, ils pensaient humilier un peu davantage la Russie, qui à l'époque, entre les mains de Helsinki et des têtes d'œuvre de Harvard, qui voulaient généraliser l'économie de marché en Russie, alors qu'on ne savait pas trop ce que c'était. Alors on est habitué à l'économie planifiée, et profiter de cela pour s'imposer là, dans un domaine où le monde slave aurait dû manifester son unité.
Enfin, il y avait encore une autre idée qui consistait à se dire que l'Allemagne devenait majeure et qu'au fond, il serait peut-être intéressant d'avoir dans les Balkans une zone à occuper militairement et de préférence en Albanie, d'où le fameux camp Bondsteel, de manière à se trouver sur la route de ce fameux corridor numéro 8 qui devait un jour amener le pétrole de la Caspienne jusqu'à l'Adriatique. Alors pour ces raisons diverses, les Américains sont intervenus et aussitôt ont pris le commandement de toutes les opérations. Les troupes françaises, anglaises, italiennes, allemandes sont passées du commandement de l'amiral commandant la flotte américaine en Méditerranée, et les Américains ont conduit les opérations eux-mêmes en prenant toute l'affaire à leur compte. D'ailleurs, cette opération a été tout à fait significative pour eux, car au fond, elle leur a été un précédent pour la conduite des opérations ultérieures en Irak. Les opérations qui sont conduites dans les Balkans ont été menées de la manière suivante. D'abord, une gigantesque campagne de désinformation. Raconter les pires mensonges de manière à ce que le futur victime soit désigné à la vindicte publique et qu'on puisse la matraquer avec l'accord général. Alors pour cela, il fallait inventer toutes sortes de méfaits. Un des premiers méfaits le plus connu a été le viol des